Speak freely. Bonjour à tous et toutes. Une nouvelle série Star Wars Disney+ s'est achevée. Une autre de ces séries qui sont tournées dans les studios en volume, donc ces murs de LED avec ces écrans qui reproduisent grâce à l'Unreal Engine, qui est un moteur de jeux vidéo, des décors photoréalistes qui peuvent être filmés, incrustés dans les décors, qui peuvent du coup faire des reflets réalistes partout, qui peuvent créer de la bonne lumière, etc., etc. Et à nouveau, pour faire une série beaucoup trop longue pour ce qu'elle a à raconter, qui filme toujours la même chose, c'est-à-dire le désert de Tatooine, parce que c'est le meilleur truc à filmer quand t'as un écran LED qui peut créer n'importe quel environnement devant tes yeux, c'est toujours filmer les mêmes putains de dunes. Et puis c'est une série qui ne sert absolument à rien. C'était censé être plus ou moins une pause dans l'histoire du Mandalorian, qui revient d'ailleurs qu'à ses propres épisodes dans cette série-là, donc tu dis vraiment, appelez-le Mandalorian 2,5, quoi, ça sera beaucoup plus clair. Mais à la base, la série est quand même censée être centrée sur Boba Fett, et Boba Fett ne sert à rien dans cette histoire, non plus. C'est même catastrophique à quel point il est devenu ridicule et mauvais, en fait. C'est pitoyable, il ne gagne pas une bataille de toute la série. Il se fait démolir la gueule par tout le monde. Même trouver un petit droïde qui est en train de cacher quelque part, c'est une femme qui doit le faire, et non pas Boba Fett. Je précise ça parce que, bien entendu, ça s'inscrit dans la ligne politique de Lucasfilm depuis le début, c'est-à-dire de montrer que les femmes sont géniales et que les hommes sont tous des cons. Et vraiment, à ce niveau-là, t'as une scène entière qui est vraiment faite pour l'humilier à 2000%, où le mec se fait démolir la gueule par un tueur qui le bute quand il est en calbute. Le mec, il se fait sortir de son caisson de régénération par un Wookiee, il se retrouve par terre, il est en couche. Il est quasi en couche. Et il se fait démolir la gueule pendant toute la baston. C'est pas juste un truc pour faire croire qu'il va être dans une mauvaise position que finalement il arrive à s'en sortir. Non, il est vraiment merdique. Il finit tous les épisodes dans son caisson de régénération. Tellement il est mauvais, tellement il est pas bon, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Tu sens qu'il est vieux, le mec a du mal à foutre des coups, le mec est ultra stoïque. Toutes les scènes d'action, du coup, sont vachement figées, bloquées sur place parce que il arrive vite fait à bouger les bras et à faire quelques mouvements et quelques enchaînements, mais il peut pas courir très très vite, quoi. C'est un vieux monsieur maintenant, Temuera Morrison. Et ça sent, quoi. Je veux dire, quand tu le vois en train d'essayer de se dépatouiller avec ses chorégraphies et ses machins, tu vois que le mec, il galère, quoi. En plus, il s'appelle Boba Fett. Son principe, c'est d'avoir un costume. T'aurais pu mettre n'importe qui en dessous et essayer de lui donner un peu un côté classe, mais non, t'as décidé de mettre le vrai, quoi. Enfin, c'est comment essayer de détruire le plus possible ton personnage, quoi. Il y a une scène qui te montre comment est-ce qu'il est sorti du Sarlacc. C'est l'explication la plus nulle qui soit. Enfin, vraiment, c'était très très mauvais. Et d'ailleurs, tu comprends pas pourquoi est-ce que lui, il est encore vivant face à un Stormtrooper qui est aussi tombé avec une armure et qui devrait du coup aussi pouvoir sortir. C'est que l'armure aussi a l'air de résister. Et puis alors, l'histoire, c'est limite laborieux de vous expliquer ce qui se passe parce qu'en fait, il y a 3 récits simultanément en fait dans cette série. Peut-être même plus que ça. On a d'abord comment est-ce que Boba Fett a survécu quand il sort du Sarlacc. Donc ça, c'est la première partie. Et ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est qu'il y a très 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 peu de dialogue. Ce qui colle plutôt bien a priori à un personnage comme Boba Fett qui en principe est censé être plutôt silencieux. Et dans le reste, c'est quand même pas terrible. Le deuxième scénario qui se produit, c'est Boba Fett qui doit régler du coup ses comptes avec certains des contrebandiers et mafieux qui gèrent du coup le coin dans lequel il vit, donc le petit coin de Tatooine. T'as un troisième moment au début du 4e épisode, alors que depuis le début on se concentrait sur ces deux histoires, donc Boba Fett qui doit affronter des mafieux locaux, et puis comment est-ce qu'il a ressuscité. D'un seul coup, au début de l'épisode 4, on te fait, et finalement, comment est-ce qu'il est arrivé à la tête d'une maison de brigands ou de contrebandiers, de trucs dans ce genre-là? Comment est-ce qu'il a récupéré le château de Jabba the Hutt? Et c'est maintenant que tu le dis, c'est à l'épisode 4. Tu crois pas que ça aurait été peut-être un peu plus utile au début de la série? J'ai pas compris déjà l'intérêt de faire ces allers-retours constamment dans le temps, en fait. T'as l'impression que c'est essayer de retrouver un moyen de rendre le truc plus intéressant qu'il ne l'est, mais artificiellement. Et en parallèle à toutes ces histoires-là, t'as un petit moment où tu vas aller rendre visite au Mandalorian, parce que dans le livre de Boba Fett, il y a des chapitres sur d'autres personnages. Tu comprends pas pourquoi je me concentre sur Boba Fett. Son histoire ne sert à rien. Et juste au moment où il dit je vais peut-être avoir besoin d'aide de quelqu'un d'autre, là on va voir le Mandalorian pour qu'il puisse l'amener son aide un peu plus tard. Ah oui, c'est ça votre raison pour faire un épisode entier sur le Mandalorian en plein milieu d'une série qui est sur un autre personnage. Enfin, vous rendez compte que ça a pas de sens, vos narrations, que vous savez pas quoi raconter comme histoire. Donc voilà, ce sont ça les récits de base, et aucun n'est véritablement intéressant en fait. Ils sont tous particulièrement chiants. Et je dirais la même chose plus ou moins même de la partie qui concerne le Mandalorian et quelqu'un d'autre, même si ça avait un tout petit peu plus d'intérêt. Mais donc tu prends par exemple comment est-ce qu'il a survécu au Sarlacc,
Qui est-ce qui l'a aidé? Les Hommes des Sables, parce que ils ont une obsession depuis le Mandalorien, c'est de dire, ben non, en fait, les Hommes des Sables, ils sont gentils, parce qu'ils sont incapables de voir un peuple qui vit dans le désert autrement que comme nos peuples qui vivent dans le désert transposés à Star Wars. Donc forcément, ce qui se passe dans Star Wars, c'est une critique sur le monde réel, parce que ça sert à rien de faire un monde fantastique, en fait, si c'est pour réfléchir comme ça. Si c'est un monde de fantasy où tu crées toi-même ton environnement, etc., si à chaque fois t'en fais une métaphore de quelque chose qui existe dans le monde réel, à quoi ça sert d'en faire un truc fantasmé, en fait, fantasque? Donc, ce délire de rendre les Hommes des Sables sympathiques et gentils et de maintenant faut qu'on pleure leur père, carrément, c'est, alors dis donc, il y a quand même des gens qui passent avec un train qui nous tire dessus. Ouais, et vous tiriez pas sur les courses de pod racer simplement à des mecs qui avaient rien contre vous, etc. Là, pour le coup, c'est un ancien truc de l'Empire ou je sais pas trop quoi. Donc évidemment qu'ils vont vous tirer dessus, mais il faudrait qu'on soit triste pour vous alors que vous avez tiré sur tout le monde avant. Et évidemment, ils ont trouvé une explication à ça, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs peuples en fait, de peuples d'Hommes des Sables, et donc il y en a un en particulier qui est un truc de brigand qui tire sur tous les trucs, qui tire sur Luke quand il est dans le désert et qui lui fout des trucs sur la gueule parce qu'il s'est simplement promené un peu trop loin dans le désert pour aller chercher un D2, etc. Mais en fait, c'était la minorité. C'est pour ça que c'est eux qu'on a vu constamment, c'est qu'en fait, c'était une minorité. Et en fait, la majorité des Hommes des Sables, en fait, ils sont bien sympathiques. C'est vraiment des bédouins, si vous voulez, quoi. Donc, déjà, tu commences avec ça, c'est un petit peu saoulant. Notamment que toute ton histoire, du coup, avec je vais obtenir le respect du peuple des sables, etc. On a déjà fait cette histoire-là dans Mandalorian, par exemple. Et quand t'as envie de faire Boba Fett, c'est pas un mec qui devient sympa et qui devient gentil. Enfin, c'est vraiment ça qu'ils ont tué le personnage, en fait, à mon sens. C'est que Boba Fett, la raison pour laquelle tout le monde le respectait, c'était Vador qui le regarde et qui lui fait pas de désintégration. C'est la réplique qui a rendu Boba Fett ce qu'il est, qui a rendu le Boba Fett culte. J'ai toujours trouvé ça ridicule, je déteste le personnage de Boba Fett. Mais même moi qui déteste le personnage de Boba Fett, je sais que le personnage qu'on a là, c'est pas Boba Fett. Il est tellement mauvais, il est tellement gentil, il parle tellement, je dirais quand même une scène où quelqu'un insulte Boba Fett et il le laisse partir. Et quelques phrases après, il te sort « Je ne torture personne ». Son vaisseau s'appelait Slave One, jusque-là, je précise comme ça au passage. Et on parlait de ne pas faire de désintégration, dans l'épisode 5. Mais il ne torture personne, Boba Fett. C'est pas Boba Fett, ça n'est pas Boba Fett. Je sais pas qui est ce mec, c'est imposteur, mais ça n'est pas Boba Fett. Est-ce que c'est un autre clone encore quelque part qui a un truc, mais c'est pas Boba Fett, c'est pas possible que ce soit Boba Fett. Il est nul, il est con. Et à partir de là, compliqué quand même, quoi. Boba Fett est le symbole de quelque chose d'autre, c'est que évidemment toute cette série est une vague de memories et qui est là pour agir sur notre nostalgie. C'est aussi pour ça qu'on est sur Tatooine, par exemple. Et donc quand on est sur Tatooine, c'est pour ça qu'on en profite pour ensuite te remontrer le palais de Jabba le Hutt en te refaisant le même sketch que ALM fait depuis, je sais pas quelle version des films, mais ils ont fait un petit sketch avec une espèce de crapaud qui bouffe une créature quelconque devant le palais de Jabba le Hutt, et il le refait ici. Donc on te ressort absolument tout ce qu'on peut essayer de te sortir qui viennent de notre film pour essayer de titiller ta fibre nostalgique. Et en fait maintenant ils commencent du coup même à se repomper eux-mêmes. Rien que le village dans lequel ils sont, je sais pas si c'est Mos Espa, Mos Eisley, Mos machin, Mos Alanos, je sais pas trop quoi, je sais pas quelles autres villes il y a sur Tatooine, mais ce concept de ville dans une enclave, ils l'ont déjà fait avec Rogue One en fait, parce que dans Rogue One ils ont fait un mur, mais là c'est juste que c'est un creux dans le sol, mais ils l'ont déjà fait en fait ce truc. Pareil aussi le village qui était incrusté dans la cendre au bord d'un volcan par exemple dans le Mandalorian saison 1 ou 2, je sais plus. Et puis du coup maintenant il y a même des memories de Mandalorian en fait, de leur propre nouvelle série qu'ils ont créée eux-mêmes, puisque tu retrouves plusieurs personnages, notamment par exemple la garagiste que je ne pensais pas du tout voir devenir un personnage récurrent de la saga, mais apparemment c'est un personnage récurrent de la saga. Et avec elle, tu vois revenir Mandalorian, et tu vois revenir Grogu, et puis tu vois revenir Ahsoka, et puis tu vois revenir Luke, et puis tu vois machin, et vous le voyez celui-là aussi qui revient? C'est pas possible, putain de merde, vous êtes pas capable de créer du Star Wars, vous êtes obligé de récupérer des trucs pour en faire quelque chose, c'est quand même absolument dingue. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut se présenter comme une société qui crée du divertissement et de l'audiovisuel en ne créant jamais, à chaque fois en repompant quelque chose quelque part. C'est quand même absolument dingue. À ce propos, on retrouve aussi le sabre noir, donc, qui a été présenté dans la saison 2 du Mandalorian, et à vrai dire, je ne comprends pas comment fonctionne ce truc. Parce qu'on sait que les sabres laser ne fonctionnent pas comme des lames. On a déjà vu des scènes d'entraînement, par exemple, je sais que dans Star Wars Rebels, il y en avait une, par exemple, avec, comment il s'appelait déjà? Kane, ou un truc dans ce genre-là, qui entraînait Ezra, et il lui parlait du fait que la lame, du coup, avait pas de poids particulier, etc. Et la lame noire, c'est l'exact inverse. Elle a un poids, et en fait, il y a un truc spirituel un petit peu, c'est que moins tu suis les mouvements de la lame, parce que la lame peut réfléchir par elle-même. Oh,
C'est la technologie dans Star Wars. Le seul truc mystique, c'est la force, c'est pas le sabre. Je vois plus ou moins l'idée, mais concrètement, ça a pas de sens, en fait. Juste une projection de plasma qui aurait du poids et qui t'amènerait vers le sol et qui pourrait... Ça reste coincé dans les murs. T'as l'impression qu'ils comprennent pas ce que c'est qu'un laser. C'est un laser, ça découpe, parce que c'est chaud, ça va pas rester coincé dans le mur. Comment veux-tu qu'un truc chaud qui découpe tout ce par quoi ça passe... Ils nous ont remis une scène avec les charges soniques. Tu sais même pas d'ailleurs comment est-ce que la meuf sait comment est-ce qu'on fait pour balancer les charges soniques, parce que c'est la première fois qu'elle va dans le vaisseau, mais elle sait comment balancer les charges soniques. Donc ils nous ont remis les charges soniques. C'était évidemment très cool d'avoir ce son qui revenait encore une fois, mais c'est que du Memories, quoi. C'était pas forcément utile d'utiliser ce truc-là dans cette série maintenant, comme ça, etc. Il y a aussi, il y a tout un moment où il doit, je sais plus si c'est Mandalorian ou Boba Fett qui doit prendre un train. Et il y a un petit robot qui l'accueille, et je crois que c'est le petit robot de Disney pour Star Tour, l'attraction. Ils ont même fait un truc au niveau des Memories qui n'a aucun sens. Le casque de Boba Fett fait le même bruit que le casque de Dark Vador quand il le fout. Et tu fais, mais aucun autre casque ne fait ce bruit. Les casques des Stormtroopers font pas ce bruit quand ils les mettent et quand ils les enlèvent. Peut-être que vous avez envie de faire sentir l'idée que le casque est parfaitement scellé, car il y a pas d'oxygène qui passe, qu'il a sa propre atmosphère à l'intérieur. Ça lui permet peut-être de sortir dans l'espace, ou un truc dans ce genre-là. Mais pourquoi est-ce que vous mettez exactement le bruit du casque de Dark Vador sur celui de Boba Fett? C'est pas le même casque. Enfin, vous devez le savoir, on a été chercher le son dans une banque de sons, ça doit être marqué le son du casque de Dark Vador dessus. Pourquoi est-ce que d'un seul coup tous les casques font ce son-là? J'ai pas compris. Et puis alors, du coup, quand ils ne font pas que faire des allusions à ce qui existait avant, est-ce qu'ils font des choses un peu plus intéressantes avec ce qui est de neuf? Un petit peu. Il y a notamment l'épisode du Mandalorian qui propose quelques décors qui sont assez cool et assez neuf. C'est notamment cette grande ville sur un immense anneau dans l'espace. Donc ce que la plupart d'entre vous connaissent comme étant un truc qui vient de Halo, mais qui existe dans la science-fiction depuis 70 ans ou un truc dans ce genre-là. Mais comme vous avez jamais joué qu'à Halo en science-fiction avec ce genre de truc, vous êtes persuadé que ça vient de là et que tous ceux qui font des trucs dans ce genre-là le pompent à Halo. Halo n'a pas créé ce truc-là. Je dis ça parce que ça m'énerve en fait d'entendre des gens en train de dire ça. Il y a très peu de licences de SF qui peuvent se vanter de voir la paternité de quoi que ce soit qui est inventé en SF. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt cool, ce passage-là. Et puis, pour une fois, on utilise l'espace LED, du coup, les écrans LED qui permettent de mettre n'importe quel décor pour quelque chose d'intéressant et créatif. Notamment ici, pour faire tout un plan séquence dans cette ville, du coup, Anneau. Plan notamment qui est très intéressant parce que c'est un plan qui est sur 2 étages. On commence par prendre le Mandalorien en bas, il passe se mettre dans un ascenseur. Dans l'ascenseur, on voit qu'il monte, et du coup, tout monte avec lui, la caméra et le reste du décor. Et il arrive du coup à un 2e étage, dans lequel là, il peut se promener, qui est une sorte de bar ou de café, genre le truc de Tatooine, par exemple, mais dans un lieu différent, et notamment ici sur cet anneau. Et en fait, le lieu est constamment grand ouvert. Il y a constamment d'énormes fenêtres pour te permettre de systématiquement voir le reste de l'environnement. Donc, là, pour le coup, il y a quelque chose qui, déjà, techniquement, est ultra ingénieux dans comment est-ce que tu fais pour, avec le même volume qui est sur un seul étage, créer un environnement à 2 étages. C'est-à-dire qu'il faut trouver un endroit où foutre le vaisseau, enfin l'ascenseur quelque part, qui permette quand même de bouger un petit peu la caméra devant le mur de LED, mais qui permette ensuite de se cacher, puis de récupérer un 2e niveau pour qu'on puisse faire le resto à un autre endroit dans le vaisseau. Et puis il y a tout un tas de petites astuces, de petits trucs comme ça qui sont cool avec cette astuce-là, parce que là, pour le coup, c'est pousser la technologie un peu plus loin, quoi, lui permettre de faire quelque chose qui n'aurait pas été faisable avant. Et là, pour le coup, dans ce point-là, c'est ultra classe. Je crois que c'est l'épisode qui est réalisé par Bryce Dallas Howard, celui du Mandalorian. Et il y a des trucs en termes de mise en scène qui sont très très cool dedans. Mais tout ce qui est neuf n'est pas forcément très cool, notamment, et tout le monde en a parlé sur internet, et je rejoins tout le monde là-dessus, ils ont incrusté une sorte de gang de Power Rangers. Il y a un gang de jeunes gamins qui vivent à Tatooine, qui sont les jeunes rebelles. Donc c'est l'équivalent grosso modo des punks, des mecs qui sont très anti-système, qui veulent pas que les choses restent comme d'habitude, etc. Et qui le mettent en avant avec des choix vestimentaires et esthétiques en général, qui sont très en opposition avec le reste de l'environnement. Et donc du coup, on a une sorte de gang de dandys, un peu SF, mais pas trop non plus quand même, avec leurs longs manteaux bien taillés sur mesure et tout, et qui flottent derrière eux quand ils bougent, etc. Et surtout des motos. Certaines personnes ont fait la critique puisque la série est réalisée en bonne partie par Robert Rodriguez, et ça ressemble à des trucs de Spy Kids, quoi. T'as vraiment la moto rouge, la moto bleue, la moto verte, la moto jaune, donc t'as les couleurs un petit peu de Power Rangers,
Et le design des trucs eux-mêmes fait un peu le design de Spy Kids, quoi. C'est tout lisse, tout propre. Et justement, ça clash énormément. Alors c'est volontaire si c'est l'esprit des jeunes, mais ça clash clairement avec le reste du design de Star Wars, qui est le principe d'un futur usé, où tout a l'air d'être super ancien, tout a des lignes de crasse et de moisissures et de machin sur les bords, et où les vaisseaux ont tous des designs particulièrement raides. Et à vrai dire, ce serait pas trop un problème si c'était juste physique, encore que le look des personnages lui-même, il colle pas à Star Wars. Ça donne pas vraiment l'impression que ça vient de Star Wars. Je sais que Star Wars, c'est un vaste univers avec beaucoup de peuples et beaucoup de machins, mais là, clairement, t'as l'impression que ça vient d'un autre univers. Mais donc, si c'était juste le look, ça pourrait passer. Mais il y a toute une scène en plus, il y a toute une scène de réparation, et genre, t'as l'impression que c'est la musique de Spy Kids qui a foutu au-dessus de la scène, quoi. Ça a l'air d'être la musique de Spy Kids. Ça ne ressemble pas du tout à la musique d'un Star Wars. Donc bon, dans le neuf, tout n'est pas toujours très bon. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi parfois ils font du neuf avec du vieux. Tout le climax, par exemple, va réutiliser un truc qui est très connu de Star Wars, mais tu t'attends pas à le voir venir dans le climax, et quand tu le vois venir, c'est du coup une utilisation assez neuve d'un truc que tu connais déjà très bien, que t'as déjà vu dans Star Wars. Donc ça, pour le coup, c'est assez cool. Il y a encore quelques retours de trucs, cette fois-ci de la prélogie, et qui sont utilisés d'une façon assez différente, où on fait évoluer une technologie qu'on a vu dans la prélogie d'une façon un peu différente, et qu'on s'attend pas trop à voir venir. Et justement, du coup, t'as une rencontre entre un élément de la prélogie, un élément de la trilogie originale qui se rencontrent tous les deux et qui s'affrontent. Il y a quelque chose, pour le coup, qui est assez cool, qui est plutôt bien fait dans ce climax. Et le climax, grosso modo, me paraissait assez bien. Mais encore une fois, c'est clair que c'est rempli de memories, quoi. C'est au moment, ce truc qui revient du coup de la trilogie originale dans ce climax, à un moment, Boba Fett le regarde et veut lui dire, vas-y, tue cette personne. Et vous savez ce qu'il fait pour lui dire ça? Il lui dit Do it! Do it! Ça n'a aucune raison d'être là. Vous me saoulez à sortir des répliques comme ça qui viennent de n'importe où. Oui, bien sûr, n'importe qui peut dire Do it, mais on sait tous que Do it, c'est l'empereur dans l'épisode 3 de Star Wars. Pourquoi est-ce que vous le refoutez n'importe où, bordel? Le Mandalorien reçoit un nouveau vaisseau dans ce film-là, parce que du coup, son Razor Crest, il a été détruit dans la saison 2 de Mandalorian. Et donc, il a besoin d'un nouveau vaisseau. Et c'est quoi son nouveau vaisseau? C'est un fighter de Naboo. Donc, c'est un vaisseau que tu connais déjà, vous savez, c'est les fighters jaunes là qui sortent pendant l'épisode 1. Mais on lui donne un look un petit peu neuf, en changeant complètement le moteur, avec un nouveau design sonore de moteur qui est extraordinaire. Le design sonore, de toute façon, de Star Wars, ça a toujours été parfait. C'est vraiment ça qu'ils ont pour les sauver, c'est dans ces nouvelles créations, c'est qu'ils ont le talent d'ILM et du Skywalker Sound Studio. Et puis ils ont aussi refait toute la coque, qui n'est plus donc jaune, mais qui est entièrement en miroir, comme l'était justement le Razor Crest qu'il avait avant. Et donc ça a un look qui est particulier, qui est un petit peu neuf, et qui est plutôt cool. Mais même ça, ils sont obligés de gâcher un petit peu, parce que genre, le gros problème de tous ces gars, c'est qu'il y a rien à raconter dans ces histoires-là. Il y a pas d'histoire. Vite fait, t'as une idée, mais tu l'étales vraiment ultra artificiellement sur plusieurs épisodes, alors que ça pourrait vraiment se faire en quelques-uns. Et donc typiquement, quand ils sont en train de créer ce vaisseau pour le Mandalorien, t'as un montage mais qui dure 10 fois trop longtemps sur la réparation du vaisseau, et une fois que le vaisseau est réparé et qu'il est en place, tu perds genre 3 minutes à faire 17 plans sur les différentes courbes et les différents coins et les différents angles que tu peux avoir sur le vaisseau et tout, et tu fais mais putain, mais passe à autre chose, bordel, t'as rien d'autre à raconter? Et c'est dingue de voir à quel point ils ont rien raconté et à quel point ils trouvent des astuces pour essayer de prolonger les trucs. Il y avait un des pires épisodes de la saison 2 de Mandalorian, c'était l'épisode fait par Robert Rodriguez, parce que notamment il réutilisait constamment les mêmes trucs plusieurs fois dans l'épisode. Il y a la même scène où t'as le Mandalorian qui essaye de choper Grogu pendant qu'il est en train d'essayer d'invoquer, d'appeler Luke, et qu'il n'y arrive pas parce qu'il y a la force, qui fait un champ de force, etc. C'était la même scène remise 3 fois de suite. Exactement la même, avec les mêmes répliques, et les mêmes enchaînements d'événements, et les mêmes conclusions. C'est vraiment du filler au possible, parce que ça n'apporte rien de plus. Et ils font ça dans tous les épisodes de cette putain de saison du Book of Boba Fett. Trop d'allitération en B. Mais c'est vraiment... chaque épisode a un plan qui est réutilisé au moins 2 fois, un plan qui est doublé et qui est récupéré. Il y a un plan notamment sur Luke Skywalker qui clairement, à mon sens, est joué en sens normal et à l'envers. Ça se voyait que c'était un plan rejoué dans le sens inverse en fait, c'est un plan inversé, c'est pas un plan dans le sens normal. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais il y a un plan dans ce genre-là, et typiquement voilà, pareil, c'est genre d'économie de bout de ficelle, tu vois pourquoi en fait. Il y a une scène de course-poursuite où il refait 3 fois
le même événement dans la course-poursuite, le seul événement pour essayer de rendre la course intéressante, c'est « Putain, il y a quelqu'un au milieu de la route ». Il y a 3 personnes au milieu de la route, en 10 minutes. Tu refais 3 fois exactement le même problème. C'est quand même dingue de même pas voir que ça pourrait causer un problème quand même de reproduire ce genre de truc autant de fois en si peu de temps. C'est absolument aberrant. Après, tout n'est pas acheté. Il y a des moments qui sont juste du filler et du remplissage, mais après tout, c'est regardable. Il y a quelques scènes d'action qui sont cool. Il y a quelques scènes d'action qui ont des enchaînements notamment, qui sont plutôt cool, qui sont assez classe. Le climax notamment, je trouve vachement intéressant. Il y a certaines scènes de négociation. Il y a une scène où il négocie avec des gens, Boba Fett, et pour le coup, il est plutôt classe, il a des bonnes répliques, certains trucs qui passent bien. Voilà, ça passe plutôt bien. Il y a un personnage de l'univers animé Star Wars, Clone Wars, qui débarque vers la fin de la saison, et c'est pour le coup très classe, et il rend vachement bien en image réelle, du coup en live action, alors qu'il a toujours été représenté avec le design un peu Star Wars animation, donc un petit peu cartoon, un petit peu exagéré. Là, du coup, le voir en vrai, tu vois à quel point est-ce qu'il est angoissant, est-ce qu'il est malaisant, et donc voilà, ça c'était plutôt cool. L'entraînement de Grogu aussi était assez cool, et notamment tout le flashback qui montre un petit peu son passé. Enfin, on découvre un peu son passé et d'où est-ce qu'il vient, etc. J'avoue que c'était plutôt touchant et plutôt poignant. C'était une scène qui était assez forte en émotion et qui était plutôt belle à voir. Pour terminer avec quelques petites remarques en vrac, je n'ai pas compris à quoi servait la scène post-générique, j'ai pas compris ce que ça annonçait, est-ce que ça annonçait quelque chose de positif ou de négatif pour le personnage de Boba Fett. J'ai pas compris qu'est-ce qui était mis en place par cette scène post-générique. J'ai été scandalisé du sort de la lance de Beskar, du Mandalorien. J'ai trouvé que vraiment utiliser ce truc-là pour faire ça, mais qu'est-ce que c'est nul, bordel, vous pouvez pas garder ce truc-là, c'était quand même vachement plus intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon jeu de mise en scène dans l'épisode avec Grogu, parce qu'il y a un moment où tu tournes la tête et tu vois un rocher qui est en train de flotter dans une position un peu étrange derrière un petit monticule, et du coup tu te dis ça doit être bébé Yoda Grogu qui est en train de faire flotter la pierre, et finalement le plan continue et tu vois que c'est un robot qui est en train en fait qui a la pierre dans une pince et qui est en train de l'amener quelque part et qui l'a présenté bizarrement parce qu'il est en train d'escalader la pente. Et j'aimais bien ce petit effet, t'as l'impression que tu vas voir venir Grogu et finalement tu vas voir autre chose qui est beaucoup plus intéressant et qui est un peu surprenant en plus. Je voyais pas le truc être fait comme ça. Je voyais beaucoup plus Luke créer son école avec la force qu'avec cette technique-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'écris pas Star Wars, peut-être que je suis con et que j'ai pas compris l'univers. Donc ouais, The Book of Boba Fett, c'était ni fait ni à faire. Le scénario traîne le cul, l'histoire n'a rien à raconter, les passages les plus intéressants sont ceux qui ne sont pas sur Boba Fett, ce qui est quand même assez aberrant, quoi. Il n'y a pas d'épisode du Mandalorien qui était sur d'autres personnages que le Mandalorien, enfin il me semble pas, quoi. Et pourtant, s'il y a bien une série dans laquelle on aurait pu le faire, on aurait pu faire un truc sur Grogu spécifiquement. Et donc là non, le Book of Boba Fett, t'as 4 épisodes avec Boba Fett, l'épisode 5 il est pas dedans, l'épisode 6 je crois qu'il est pas dedans non plus, et l'épisode 7 je crois qu'il revient enfin. Voilà, Book of Boba Fett c'est complètement oubliable, et c'est déjà oublié à vrai dire personnellement. Donc ça valait vachement le coup hein, de taper un truc pareil. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura intéressé, mais j'espère surtout que ça aurait été plus intéressant que la série elle-même, qui n'a vraiment rien à proposer. Et puis on verra bien du coup ce que ça vaut encore une fois, mais je m'attends pas à grand chose de fascinant avec Obi-Wan Kenobi. Si ça a la même qualité que les 3 séries qu'on a vues jusque-là, il y aura l'équivalent sur, je sais pas, disons qu'il y a 8 épisodes, il y en aura 2 de super cool, et le reste, ce sera très très moyen. On sait pas, hein, peut-être, après tout, la série est entièrement réalisée par Deborah Chow, qui était une des meilleures réalisatrices qui était sur Mandalorian, mais avec les scénaristes qu'ils ont chez Lucasfilm depuis le début, j'ai du mal à croire qu'ils puissent sortir quelque chose de particulièrement intéressant avec cette série. Donc, voilà, pour ce qui concerne Boba Fett, et puis on se retrouvera plus tard avec les autres séries Star Wars Disney+, et d'autres vlogs bien entendu. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries. Ciao!